Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, l'émission rugby de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire ce soir, tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du Monde avec les dernières infos, et notamment celles qui concernent le 15 de France. Au cœur de la mêlée avec un très beau casting. Nos consultants ce soir, Johan Huget, Andrew Mertens, excusez du peu. Et puis bien sûr, des cadeaux à gagner dans cette émission. Un invité de marque, Yannick Josion. Des cadeaux à gagner, je le disais, c'est un cadeau d'avoir Yannick. Mais en plus, il y a Qui je suis ce soir. Voilà, en fin d'émission, ce jeu que tout le monde nous envie, voilà, et qui ne vous rapporte pas des millions, mais en tout cas une grande considération. Voilà, c'est parti, au cœur de la mêlée. Merci d'être avec nous. Et on est parti pour 1 heure 100% rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Lucien Gasparac. Bonsoir. Bonsoir Adrien Abadi qui est avec nous, le hashtag Sud Radio Rugby, la chaîne Twitch, bref, tout le team des réseaux sociaux pour interagir avec nous, le 0826 300 300. Aude est avec nous également au standard, donc vous pouvez nous appeler. Et puis bonjour à Andrew Mertens et à Johan Huget. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que ce week-end de Coupe du Monde a été bon ? Pas mal, il était très bon, hein. On a vu du spectacle, on a vu du jeu, et pas de surprise. Bon, ouais, pas de surprise, mais quand même on a vu, on va en parler parce que ça sera les développements un peu au cœur de la mêlée. On va bien sûr parler de la préparation de l'Italie, du carton des Néo-Zélandais. Est-ce que c'est un déclic pour ces Blacks dans cette Coupe du Monde? Et puis l'Afrique du Sud, Pollard or not Pollard. Voilà, ce sera les discussions que nous ferons juste après le journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Lucien Gasparac qui est avec nous et bien sûr, on ne peut pas commencer sur le journal de la Coupe du Monde sans parler d'un retour de marque hier au camp de base des Bleus à Aix-en-Provence. Oui, le capitaine Antoine Dupont a fait son retour. Alors il a alterné entre renforcement musculaire et exercice pour maintenir le cardio, mais c'est une bonne nouvelle de le revoir parmi les Bleus, parmi ses coéquipiers. Toutefois, Florian Grill a profité pour remarteler ce message qui est que c'est uniquement le chirurgien qui donnerait l'aval pour que Antoine Dupont rejoigne les terrains et ses coéquipiers lors d'un match officiel. Bon, on en reparlera bien sûr, mais en tout cas, on l'a vu courir, on l'a vu faire des exercices et c'est plutôt une bonne nouvelle. Une composition du 15 de France qui se dessine pour le match de vendredi. Oui, Louis Biel-Biarrête tient la corde pour être titulaire à l'aile du 15 de France, qui fait qu'il remplacerait un peu l'habituel titulaire au poste Gabin Villiers, ce qui serait une surprise. Anthony Jolonche, lui, tient la corde pour évoluer au poste de numéro 6 à la place de François Cros, qui là, ce serait plus pour des raisons de temps de jeu, puisque François Cros a beaucoup joué depuis le début de la Coupe du Monde. Et enfin, Maxime Lucu serait le titulaire à la place de Antoine Dupont, le temps que ce dernier revienne de blessure. Sinon, on a vu Winnie Antonio s'entraîner alors que voilà, il était un peu incertain avec un bandeau au niveau des sourcils. Charles Olivon est bien remis de sa blessure, de son pépin au mollet gauche. Et Grégory Aldrit aussi était encore bien strappé au niveau du genou, mais ils se sont entraînés normalement. Ceux qui n'ont pas pu s'entraîner, c'est Julien Marchand et Dorian Aldeguerri qui sont encore ménagés. Et voilà, pour Julien Marchand, c'est un peu une déception parce que la semaine dernière, on l'annonçait peut-être de retour pour ce match contre l'Italie et visiblement ce sera trop juste pour le voir vendredi au Groupama Stadium. Donc voilà, la compo n'est pas définitive, mais il y a déjà des indications. Oui, pendant la Coupe du Monde on dit OL Stadium, hein. OL Stadium. Attention, voilà, parce que c'est pas les mêmes partenaires. Petite parenthèse. Voilà. Et on écoute d'ailleurs Laurent Labitte qui, malgré ses interstitudes, ses retours de Antoine Dupont, a tenu à rester concentré sur l'objectif. On l'écoute. On sait que c'est un adversaire pour nous redoutable qui est capable de se renseigner, qui va forcément avoir une réaction par rapport à son dernier match et qui va essayer bien sûr de nous mettre les épaules une pression sur l'enjeu et le résultat et qui va sûrement jouer aussi là-dessus. Voilà, donc, mais nous aujourd'hui on est surtout concentré sur nous. On se trouve que c'est l'Italie que l'on joue vendredi, mais ce serait n'importe quelle autre équipe, ce serait pareil.
Oui, et n'importe quelle autre équipe, comme les Italiens, qui ont aussi leurs petits problèmes, comme nous. Oui, après leur difficile défaite face aux Blacks 96-17, il y a eu du pépin, il y a eu de la casse, puisque c'est fini pour Daniel Fischetti, le pilier gauche italien, qui s'est blessé au thorax, fracture du cartilage costal au thorax, et une incertitude pour l'arme fatale des Italiens, Ange Capuzzo, le joueur du Stade Toulousain, qui a été ménagé à l'entraînement ce lundi, qui ne sera peut-être pas là vendredi à l'OL Stadium. Voilà, nos éventuels adversaires sud-africains en quart de finale, qui ont aussi connu de la casse hier, c'est rare, face au Tonga. Oui, c'était un match engagé malgré un score large pour les Sud-Africains, 49-18, et Makosole Mapimpi s'est blessé à la pommette et il est donc remplacé par Lucano Ham, qui était le titulaire au centre de l'Afrique du Sud lors de leur sacre en 2019. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus, ce retour d'un joueur qui s'est montré décisif il y a encore quelques saisons. Et aussi, on a vu hier le retour sur les pelouses françaises du Sud-Africain André Pollard, et il s'est montré très précis au pied. Il a tout enquillé, donc là aussi, pas forcément une bonne nouvelle si on était amené à rencontrer les Sud-Africains en quart de finale. Oui, mais avant cela, il y aura un dernier match qui peut dans tout cette changer. poule B, et notamment un Irlande-Écosse qui peut changer beaucoup de choses. Merci Lucien, on se retrouve dans un instant avec Andrew Mertens et Yoann Huget pour décrypter tout cela dans au cœur de la mêlée. À tout de suite. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Avec vous, les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 pour parler de toute l'actualité de la Coupe du Monde. Dans un instant, bien sûr, on aura Laurent Cardona qui nous parlera d'arbitrage, sur l'arbitrage des petites nations notamment, mais au cœur de la mêlée avec Andrew Mertens et Yoann Huget pour revenir sur ce week-end et se projeter sur le suivant. La préparation de l'Italie, Yoann, qui arrive. C'est vrai que la compo va tomber mercredi. Est-ce que Biel Biarré, selon ce que l'on voit aux entraînements, a définitivement grillé la politesse à Gabin Villiers, selon toi, Yoann? On n'est pas habitué à ce que Fabien nous passe des surprises sur les semaines d'entraînement. Donc s'il est effectivement à l'aile aujourd'hui, c'est qu'il va démarrer ce week-end. Donc il choisit l'homme en forme du moment, l'homme en confiance. Pour notre cher Gabin Villiers, il revient d'un an de blessure, c'est un peu difficile pour lui aujourd'hui de trouver les automatismes. Donc logiquement, lui devrait démarrer. On n'est pas surpris par les choix de Fabien depuis le début de son mandat quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a une forme de cohérence. Andrew Mertens, vu de votre œil de Néo-Zélandais, Andrew, comment vous voyez là ces choix, et notamment le fait de privilégier visiblement la jeunesse de Biel Biarré à l'aile au détriment d'un titulaire qui semblait inamovible depuis quelques années maintenant? Oui, c'est intéressant, mais bon, je pense que c'est un bon choix. En fait, je pense qu'ils ont peut-être attendu un petit peu le moment de introduire Biarré. Il va, vu la prestation des Italiens la semaine dernière, il va avoir pas mal d'occasions d'avoir le ballon et tout ça. C'était un peu décevante la prestation des Italiens. Je me demandais en fait s'ils ont peut-être ils se sont concentrés sur le match contre la France au lieu du match contre la Nouvelle-Zélande. Donc, mais ils étaient pas bons. On espère qu'ils vont être beaucoup mieux cette semaine, mais juste comme ça, c'est difficile de ne pas voir marquer au moins 50-60 points. Les Français ici se concentrent bien, donc Biel Biarré, il risque d'en profiter énormément. Oui, c'est normal selon vous, Yoann, qu'on privilégie l'homme en forme justement, alors qu'il y a une forme de hiérarchie quand même depuis le début du mandat de Fabien Galtier? Oui, il y a souvent des joueurs qui explosent comme ça en pleine Coupe du Monde, qui prennent confiance, et Louis le fait depuis les matchs de préparation. Il a été excellent en Écosse. À chaque fois qu'il joue, il marque, il est présent, il marque les esprits aussi. Il fait pas de faute, il est propre dans son jeu. Voilà, aujourd'hui, je pense que Fabien veut le voir à l'étage et à l'échelle avec une équipe aussi un peu plus compétitive que l'Uruguay contre qui il a joué et la Namibie.
Voilà, c'est un test en grandeur nature. On cherche aussi les hommes qui sont capables de faire la différence, parce qu'on sait, on le voit notamment entre les grandes nations, Andrew, que ça va peut-être se jouer à pas grand-chose, comme un peu comme on a vu l'autre jour Irlande, Afrique du Sud. Ça peut être serré, un quart de finale notamment. Il faut préparer ces échéances-là. Oui, absolument. Mais pour la France, c'est important que l'Italie, en fait, menace un peu sur le terrain. Donc c'est pour ça que c'était un peu décevante la prestation de vendredi soir. Mais je pense qu'ils vont vraiment cibler ce match-là, les Italiens, parce que en en venant au tournoi, c'est sûr qu'ils ont peut-être ciblé ça en pensant peut-être de pouvoir couvrir un peu plus facilement le jeu des Français. Donc on verra, mais non, c'est bien pour moi encore de parler de Biarré. C'est un mec qui évidemment a quelque chose de spécial, qui va ajouter quelque chose d'extraordinaire de temps en temps. Donc dans le même genre, peut-être même si on n'a pas vu comme Colby pour l'instant, il y a encore à voir, mais c'est dans le même genre, un joueur qui peut créer quelque chose de spécial, donc à tout moment. Donc, je sais pas s'ils vont en avoir besoin, les Français, mais pour moi, j'espère avoir une meilleure prestation des Italiens. Lucien Gasparac. Oui, je m'adresse plutôt à Johan, l'ancien ailier. Est-ce que le poste d'ailier, c'est pas justement un poste d'homme en forme, là, à la différence d'un poste de demi d'ouverture où il faut plutôt des automatismes? À l'aile, on va privilégier quelqu'un qui, justement, est très en forme comme Biel Biarré et prendre moins d'expérience avec Villiers. Moi j'aime bien la complémentarité des ailiers. On a Damien Penaud qui fait un excellent travail de finisseur et il est assez complémentaire avec Gabin Villiers quand même, qui lui fait des tâches un peu obscures, qui va gratter des ballons, il défend à 5 mètres de la ligne comme un 9e avant. Ce que ne fait pas Damien, mais fait autre chose que ne fait pas Gabin. Donc cette complémentarité qu'il y a entre les deux ailiers, je l'aime bien. Et je pense, notamment sur des grosses oppositions, Gabin sera, je pense, précieux sur ce plan de jeu-là. Tout dépend si c'est l'Afrique du Sud, mais je pense que c'est une pièce maîtresse quand même de l'équipe. Alors, est-ce qu'il veut le protéger? Est-ce qu'il, c'est un peu le point d'interrogation s'il ne joue pas. Mais pour moi, c'est une pièce maîtresse qui devrait jouer les gros matchs, on va dire, parce qu'il a l'expérience et c'est important. Effectivement. Petit point quand même aussi sur Jelon, là, visiblement, qui a la chasuble de titulaire au détriment de Cross, qui avait beaucoup joué. Est-ce que c'est encore pour donner un peu plus de temps de jeu aux troisième ligne toulousains? Mais les deux sont toulousains, donc voilà. Johan. Je sais pas, c'est une question. J'ai envie de dire qu'il a besoin d'enchaîner les matchs pour postuler à une place pour moi de remplaçant sur les matchs, les gros matchs qui vont arriver en termes d'impact player, qu'il a un maximum de confiance. Donc là, c'est encore lui donner un troisième match dans les jambes parce que ça fait quand même 6-7 mois qu'il a pas joué. Des repères collectifs, des repères dans l'espace aussi par rapport à ses partenaires qu'il a besoin de retrouver. Donc pour moi, c'est du temps de jeu pour postuler à une place de remplaçant pour le quart de finale. Dupont de retour à l'entraînement, Andrew Mertens, vu de votre œil de néo-zélandais, c'est raisonnable, c'est pas raisonnable, parce que nous en France, tout le monde a un avis maintenant. Tout le monde a été chirurgien maxillofacial pendant quelques jours, et maintenant tout le monde est un peu kiné, voyez, pour la réathlétisation en France. Donc tout le monde a un avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, moi, je dirais que, vu mon expérience en France, il y a un système médical et un savoir-faire médical qui est extraordinaire par rapport aux autres pays. Donc, je fais confiance aux conseils médicaux qu'il a reçus. Et bon, même si je vois que moi j'aurais pris l'excuse, en fait, de ne pas m'entraîner si j'avais une telle blessure, parce que je pense qu'avec des trucs comme ça, il faut pas monter, le niveau du sang, la pression du sang non plus. Donc, il faut éviter un peu ça. Donc, ils vont le surveiller très proche, tout ça. Donc, bon, ils vont tout faire pour le meilleur du joueur. Mais bon, c'est encourageant, en tout cas. Mais juste de voir qu'il s'entraîne pour l'équipe, ça ajoute quelque
quelque chose. Bon, c'est rien à dire contre Lukaku non plus, parce que c'est un super bon joueur. Mais même lui, je pense qu'il en prend confiance juste d'avoir un mec du groupe qui revient, surtout un joueur comme Dupont. Donc, c'est une bonne chose, que ce soit la publicité ou que ce soit vrai. Bon, ça reste à voir, mais c'est bon pour le profil du tournoi et du sport en France et dans le monde, en fait. Ouais, on imagine bien, Johan, vous qui connaissez bien Antoine Dupont, que si jamais il le sentait pas, si jamais il n'avait pas l'aval du chirurgien, si jamais, etc., il serait pas là à faire un peu de cardio et d'exercice. On est d'accord. Exactement. Mais c'est quelqu'un de raisonnable, de raisonner. Et, voilà, il prendrait pas le moindre risque si à un moment donné le chirurgien émet un moindre doute. Ouais, donc c'est plutôt quand même un bon signe et une bonne nouvelle pour le 15 de France, peut-être en vue du quart de finale. On le souhaite, en tout cas, et surtout, on souhaite qu'il n'ait pas mal et qu'il soit content de retrouver ça. Mais on l'a vu quand même avec le sourire, malgré un beau cocard. Et ça, c'est tant mieux pour. C'est rare de le voir sourire. Ah, vous êtes dur. Et voilà, parce que je suis sûr que c'est un pince sans rire à l'intérieur du groupe et qu'il doit chambrer pas mal, Antoine Dupont. On va enchaîner quand même avec sur les autres temps forts du week-end. Tiens, la victoire fleuve des Néo-Zélandais, Andrew Mertens, 96-17, à 14 essais inscrits, une sorte de marée noire là qui a recouvert les Italiens. Est-ce que ce carton-là est le déclic pour les Néo-Zélandais? Est-ce qu'ils sont repartis comme à la grande époque? On espère, mais c'est difficile à juger parce que, bon, comme j'ai dit, la prestation des Italiennes n'était pas bonne, mais vu la pression qui a été, apportée par des Néo-Zélandais, c'est peut-être logique. Mais ouais, c'est vrai, c'était impressionnant. Ça, ouais, il y avait de l'action, il y avait du mouvement, il y avait des skills. C'était bien dans ce secteur, mais bon, c'est autre chose quand on rencontre France ou Irlande, Afrique du Sud, avec une ligne défensive qui est beaucoup plus dure, qui monte beaucoup plus vite. Mais bon, en tout cas, c'était pour relancer leur tournoi. C'était une très bonne prestation. Mais bon, pour juger ça, je pense pas que les Néo-Zélandais croient honnêtement que ça va gagner la Coupe du Monde du tout. Mais bon, c'est mieux que de mettre 30 ou 40 points. Donc c'était un bon relancement. Ouais, et ils affronteront l'Uruguay jeudi. Tiens, ils ont fait le kamaté, on va dire le haka historique des All Blacks. Voilà, il y a une explication. Visiblement, c'était en mémoire de certains soldats néo-zélandais qui avaient, on va dire, perdu la vie lors de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir le kamaté, notamment contre l'Uruguay jeudi, Andrew? Moi, je sais pas du tout, en fait, parce que moi, j'avais jamais fait le nouvel haka, en fait, parce que ça a été créé en 2007. Mais il y a un groupe, apparemment, qui décide quel haka ils vont faire, dont Aaron Smith, évidemment. Et Aaron Smith, je sais pas s'il est vraiment même tribu Maori en Nouvelle-Zélande, mais l'haka traditionnel, ça vient d'un petit tribu en Nouvelle-Zélande, Maori, qui s'appelle le Ngāti et ça vient de la même région effectivement qu'Aaron Smith. Je suis pas sûr du tout, mais bon, ça vient de cette petite région. Donc je sais pas les influences qui disent que ils font tel haka ou tel haka, mais bon, ils font la décision pour certaines raisons. Mais c'est intéressant d'avoir les morts néo-zélandais. On sait bien qu'il y a beaucoup de morts néo-zélandais au nord de la France et en Belgique. Grâce aux deux guerres mondiales. Et les Néo-Zélandais, ils ont fait visite pendant leur temps sans jouer et tout ça. Ils ont fait visite à certains cimetières. Oui. Dans le Nord, donc ça reste quelque chose duquel on prend une fierté d'avoir envoyé nos jeunes hommes pour faire la guerre en France et tout ça. Donc ça reste un moment de fierté pour les Blacks. L'Afrique du Sud maintenant, Johan, il y a eu le retour d'André Pollard, hein, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas disputé de match avec les Springboks, voilà 4 mois qu'il souffrait d'une blessure au mollet, 50 minutes. Pollard, or not Pollard, notamment en quart de finale, titulaire ou pas, face sans doute aux Français si on en restait là. Disons que c'est la bonne question, hein, parce qu'ils sont dans une animation offensive
Ils sont dans une animation offensive, avec plaisir, François. Avec l'autre numéro 10 qui s'appelle, Libok. j'échappe son nom, Libok, qui est beaucoup plus porté vers l'avant, qui est beaucoup plus agréable à regarder, alors que avec Pollard, c'est du classique Springbok. Et ils ont eu du mal quand même à se défaire de l'équipe tongienne qui a été vraiment physiquement très présente. Mais ils ont ce problème si Libok joue de buteur. Ouais. Donc je pense qu'il démarrera le quart et Libok finira, je pense, ce match. Oui, comme on a vu après, là. Il faut demander à Ando. Hein. Comme on a vu là face oui, le spécialiste du poste. Mais c'est vrai que c'est pas la même façon de jouer. Si c'est Libok or not Libok, ou Pollard or not Pollard. Non, c'est vraiment intéressante la situation parce que au début de sa carrière, c'était pas un buteur, vrai buteur renommé, André Pollard, et donc il en est devenu. Et en fait, il était renommé pour jouer à plat, pour attaquer la ligne et tout ça. Il était physique en tant qu'ouvreur. Donc là, il a su évoluer ou développer son jeu au pied et il reste vraiment constant dans ce secteur-là. Donc c'est intéressant parce qu'il y a toujours l'esprit pour jouer. Et c'était son jeu de base. Mais bon, il est devenu ce joueur pour gérer le match avec le pied et tout ça. Donc, il a été super pour le bord. C'est bien d'avoir les deux façons de jouer, les deux genres d'ouvreurs dans leur équipe. Et je pense que ça va peut-être continuer jusqu'à ce que les Springboks voient que le match peut-être est dans leur contrôle. Et après, ils font venir Libok pour finir le match, peut-être. Ouais, de toute façon, le 15 octobre, la Coupe du Monde des Sud-Africains est terminée. Hein. Non. Ah oui, c'est ça. Ouais. On ne sait pas encore ce qui va se passer ce week-end parce que les Écossais sont vraiment motivés. Ils n'ont pas bien joué contre les Sud-Africains. Donc, ils ont toujours quelque chose à dire, mais on verra. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'était une petite joke. On va se retrouver dans un instant, messieurs, parce qu'on va parler arbitrage avec toujours Yoann Huget, Andrew Mertens et puis Laurent Cardona qui va venir renforcer l'équipe Sud Radio. Restez avec nous et surtout vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300, on va jouer vers 20h50 environ au Qui je suis, le jeu que tout le monde nous envie. On va également laisser nos consultants s'exprimer, Yoann Huget, Andrew Mertens. Tiens, d'ailleurs ils ont des choses à dire, c'est la soufflante du jour. Sud Radio, au cœur de la mêlée. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Non mais tu t'es vu? Je te trouve grotesque. T'as rien, je ne t'aime pas. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. J'en ai marre, ok? Putain, merde! Voilà, la soufflante du jour. On accueille d'ailleurs, Laurent Cardona qui va nous éclairer après, bonsoir Laurent, après avoir donné la parole à Andrew Mertens, car je crois que vous avez un petit sujet ce lundi. Oui, mais je dois hésiter un petit peu parce que j'ai la tendance de critiquer un peu trop les arbitres, mais j'ai trouvé en fait l'arbitrage, surtout pour les équipes soi-disant les petites équipes ou les équipes qui sont pas favoris, n'a pas été le même que l'arbitrage envers les grosses équipes. Et, ça se voit dans les matchs, par exemple, on a vu, même c'était Eben Etzebeth qui, moi j'étais d'accord avec la décision éventuelle, mais c'est pas constant avec les décisions de Tom Curry d'Angleterre plutôt dans le tournoi. Donc je vois que quand il y a une petite équipe qui joue contre un grand, il y a deux règles effectivement différentes. Ouais, on va rappeler il y a on va dire un contact à la retombée d'un ballon aérien où Etzebeth effectivement heurte la tête de son adversaire qui était Piutau, l'arrière tongéen, et effectivement, est-ce que ça méritait un carton jaune? Est-ce que ça méritait un carton jaune bunkerisé? En tout cas, Andrew, Laurent Cardona souligne une forme d'incohérence. Est-ce que vous partagez? C'est difficile, Andrew, de dire qu'il y a une différence d'arbitrage entre les équipes émergentes et les équipes de premier niveau, parce que je pense pas que les arbitres rentrent sur un terrain en se disant tiens, telle équipe est plus forte que telle équipe, donc je vais essayer d'arbitrer différemment ou je vais arbitrer différemment. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs d'arbitrage ou des erreurs d'interprétation au niveau des règles? Oui. Moi, je l'ai constaté dans la Coupe du Monde, comme toi, Andrew. J'ai râlé sur Pays de Galles-Fidji, par exemple, où j'ai pas trouvé du tout équitable l'arbitrage sur ce match-là. De Monsieur Carlet. De Monsieur Carlet, mais j'ai
pas l'impression que c'est une volonté de la part de l'arbitrage de créer une différence. Je pense juste qu'il y a des erreurs qui sont faites, et il peut y avoir des erreurs entre deux équipes du premier tiers aussi. Et je repense en 2007, quand il y a un en avant monstrueux des Français qui vont marquer contre les Blacks. On dit pas que les Moi, Blacks je l'ai sont une jamais petite vu, équipe. Faut pas le dire trop Moi, fort. je l'ai jamais vu. Et pourtant, je suis complètement d'accord, parce que je pense pas du tout que ce soit exprès de la part des arbitres, mais on voit qu'il y a pas une constance tout le temps et tout ça. Par exemple, Fidji, qui est soi-disant c'est peut-être plus une équipe émergente, mais ils ont concédé l'essai contre Géorgie. Après, il y avait cette décision de ne pas accorder l'essai parce qu'une passe en avant, qui clairement n'était pas une passe en avant. Et je pense que évidemment, avec les arbitres aussi, qui sont humains, il y a une perception quand même que quand il y a des échanges entre les avants et tout ça, que la grande équipe va peut-être avoir un meilleur savoir-faire que l'équipe émergente. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence au niveau interprétation et tout ça. Je sais pas. Est-ce que l'arbitre prend moins de risques à mal arbitrer, entre guillemets, je veux insulter personne, aucune équipe, j'ai beaucoup de respect avec les équipes du monde, mais à mal arbitrer une décision contre la Namibie plutôt que contre la France? Est-ce qu'il prend moins de risques politiquement parlant, parce que les arbitres aussi jouent leur place en Coupe du Monde et leur place en match et en quart de finale qui arrive là, hein. C'est des compétiteurs aussi, les arbitres, faut pas oublier qu'ils sont tous en compétition, ils sont notés, pour accéder au quart de finale, à la demi et à la finale. Donc je peux pas l'affirmer, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Andrew, sur des situations arrêtées, simples, avec la vidéo, des fois il y a des écarts de décision qui sont pas compréhensibles et qui font râler, qui ont fait râler Patrice Lagisquet, qui ont fait râler des équipes dites émergentes, quoi. Patrice Lagisquet, entraîneur du Portugal. On va quand même demander à Yohann Huget d'arbitrer justement cette discussion, cette passe d'armes entre Laurent Cardona et Andrew Mertens. Voilà, est-ce que vous partagez le point de vue d'Andrew, vous, Yohann? On partage les deux points de vue, parce qu'on est des supporters et des fois on est un peu plus impliqué, on connaît un peu plus la règle et on la comprend pas justement. Donc on est perturbé parce qu'on a joué et on nous a dit là c'est pieds à la tête ou c'est rouge. Et des fois, on l'a déjà expliqué avec Laurent Cardona, c'est au rugby, c'est de l'interprétation. C'est pas à part sur l'en avant et l'en avant avec les mecs qui partent derrière, mais le ballon il part devant, c'est pas en avant. Enfin, vous imaginez quand même, on est sur de l'interprétation sur toutes les règles quasiment. Donc les arbitres, au bout d'un moment, avec la pression, avec la pression du résultat, la petite, la grande équipe et tout ce qu'il y a derrière, avec la vidéo, je pense qu'il a le droit à l'erreur et s'il y a une décision à prendre, on l'a vu pendant des années, elle est souvent en faveur de la grande équipe. Ouais, c'est vrai, statistiquement, on va dire. Mais je rejoins Yohann, on le voit aussi dans les championnats, championnat français, des fois on a des interprétations entre une petite équipe et une grande équipe qui peut porter à confusion, quoi. Ouais, et pour peut-être clôturer ce débat qui est parti là de l'interprétation de l'arbitrage de Monsieur Pierce sur la faute de Edzebet hier face au Tongien Putao, moi j'ai trouvé que ça avait été bien arbitré justement, parce que il y a eu aussi un autre plaquage haut à un moment là qui aurait pu être bunkerisé par un arbitre peut-être un peu plus pointilleux, et là au contraire il a fait une simple pénalité. Je trouvais que c'était assez intelligent, et venant de Monsieur Pierce, ça m'a surpris. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait un peu de sagesse dans cette décision. Voilà. Merci Laurent. En tout cas, vous pouvez rester. T'es pas d'accord, Laurent, avec ce que je disais? Tu voulais réagir? Si, parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait Luc Pierce, mais je reviens juste que disait Johan. Contact à la tête est égal rouge. Pas forcément heureusement d'ailleurs, parce que les arbitres arrivent à interpréter, tu l'as dit, énormément l'interprétation, mais oui, dans la règle du jeu, c'est écrit presque sous chaque règle à l'interprétation de l'arbitre au final. Donc il y a la règle, et puis au final c'est marqué à l'interprétation de l'arbitre. Donc il y a eu des décisions très bien analysées qui n'ont pas forcément amené rouge. J'ai vu hier le Portugal, j'ai vu la Géorgie, j'ai vu tout un tas de choses. Heureusement qu'à chaque fois il n'y a pas rouge. Voilà, c'était juste que je voulais préciser. Il faut ce message.
contact tête est égal rouge et pas vrai. Et il y a l'interprétation, la vitesse, la dangerosité, est-ce que le joueur se baisse. Enfin, il y a tout un tas de critères qui peuvent abaisser la sanction. Voilà, comme on l'a vu effectivement ce week-end. Merci Laurent, vous êtes toujours le bienvenu pour rester avec nous jusqu'à 21h, au cœur de la mêlée bien sûr. 20h35, c'est l'heure de notre invité d'honneur et vous allez voir, c'est du lourd ce soir. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Yannick Josion est avec nous en direct sur Sud Radio et on remercie Yannick d'être avec nous. Bonsoir Yannick, ancien 3/4 centre du Stade Toulousain, du 15 de France bien sûr, la Coupe du Monde 2007, 7 essais en quart de finale dont on doit, Yannick, te reparler quasiment à peu près quotidiennement en ce moment. Oui, bonsoir tout le monde. Mais effectivement, c'est un peu plus d'actualité en ce moment, mais bon, ça fait plaisir. Ouais. On en reparle. Ouais, la Coupe du Monde qui se déroule en France, quelques matchs à Toulouse. Comment toi tu la vis et qu'est-ce que ça évoque? En tout cas, qu'est-ce que ça fait remonter des bons souvenirs? Oui, moi j'ai très plaisir à aller voir les matchs. Moi j'ai vu notamment 2 matchs à Toulouse, et puis j'irai voir les Français ce week-end à Lyon contre les Italiens. Et j'apprécie l'engouement qu'il y a autour des matchs, la ferveur des supporters et puis l'envie des joueurs quand ils sont sur le terrain. On voit bien que tout le monde joue à fond et il n'y a pas vraiment de petits matchs. Bon, forcément il y a eu des gros scores sur certains matchs, mais après quand même beaucoup de matchs sont disputés, c'est ça qui est intéressant, ouais. Est-ce qu'il y avait un peu de, je m'adresse à Yoann Huget, Andro Mertas, est-ce qu'il y avait un peu de Yannick Josion dans André Esterhuizen, le 3/4 centre sud-africain hier soir, Yoann? C'est pas trop les mêmes gabarits quand même. Yannick était vraiment plus costaud, plus grand et voilà, là il est grand, hein, Esterhuizen. c'est solide. Ouais, il est solide, hein. Mais ouais, mais j'ai l'impression qu'il, alors peut-être qu'il va un peu plus vite que Yannick. Alors c'est ça. Ah, ça chambre. Ça va, c'est Josie. Ouais, maintenant Josie. Salut. Non, mais après, je sais pas, j'ai pas vu tout le match hier soir, les Sud-Africains, mais bon, de toute façon, c'est un centre solide, hein, comme ils ont en Afrique du Sud, donc, ça change pas trop de registre. Ouais, mais c'est vrai que finalement ton gabarit Yannick qui était on va dire assez exceptionnel à l'époque dans les années entre 2000 et 2010, on va dire, ça a été c'était plutôt rare. Toi tu mesures combien, 1m93 à peu près, 94? 93, ouais 93. C'est devenu aujourd'hui très courant, même monnaie courante à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux physiques. Forcément, les centres, c'est un point d'ancrage. Bon, après, il y a toujours un juste milieu à trouver. Il y a quand même aussi besoin de jouer sur un autre registre. Il n'y a pas que le physique qui compte dans le rugby, même si effectivement, avec les Sud-Africains, on a l'impression qu'ils ont la même mise dessus. Mais bon, pour gagner, il faut être complet. Puis, voilà, si les joueurs physiques savent jouer différemment, mais tant mieux. Mais sinon, il faut quand même des joueurs complémentaires à côté, quoi. Ouais, mais bon. Sachant que toi tu savais tout faire, hein. Attention, je précise pour ceux qui s'en souviennent pas, mais en tout cas nous on s'en souvient bien et voilà, c'est Coupe du Monde, laquelle tu gardes plus en tête, parce que c'est vrai que 2003 la première que tu as disputée, ça reste quand même une Coupe du Monde où tout a été parfait sauf le dernier match, et 2007 c'est le premier match a été raté et tout a été presque parfait jusqu'au dernier en gros. Voilà, c'est effectivement des scénarios différents. Mais bon, 2007, c'est vraiment particulier parce que on nous a un peu en fait comparé aux footballeurs de 98. On a pensé qu'on allait être champion du monde, mais bon, sauf que il faut les faire quand même les matchs, que dès le premier, mais on n'a pas su gérer un peu la pression qu'il y avait autour de nous, toute la pression médiatique. Mais c'est vrai que 2003, bon, c'était plus on était plus isolés, plus entre nous, on était loin un peu de toute la pression médiatique et autres. Donc, ouais, moi, je garde un beau souvenir de 2003 parce que c'était ma première, que je découvrais un peu l'événement et ça m'a plu, quoi, ce challenge sportif. Voilà, je me suis régalé, bien sûr, en 2007, mais bon, c'était on était un peu comme sur une île, voilà, en Australie. Avec le décalage et finalement peu de pression populaire. Il y avait quand même la pression de la vie de groupe, parce que je crois qu'il y avait des sketchs à faire tous les soirs. Hein, Yannick, tu faisais quoi toi comme sketch en 2003?
Oh, je sais pas. J'avais fait un petit truc avec Jean-Baptiste Poux, mais bon, on avait fait quelque chose de succès. Je sais plus exactement ce que c'était sur la poésie, voilà. Plutôt de l'écriture. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de théâtre, mais il y en a qui s'étaient amusés, notamment Fabien Galtier qui s'était amusé, ouais. Ouais, qui s'était déguisé, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, tout à fait. C'est voilà, ça fait partie. Andrew, la vie de groupe chez les All Blacks, elle est comment là, dans une Coupe du Monde où le temps a été tiré? On reste 2 mois, 3 mois ensemble. Oui, il faut trouver l'équilibre entre le boulot et faire les bons moments, des moments de décompression et tout ça. Donc, oui, c'est un challenge pour les entraîneurs de trouver cet équilibre. Donc, mais bon, on est un peu simple. Les Néo-Zélandais, on est tous pareils. C'est un petit pays. C'est comme un village. Donc, il n'y a pas les différences régionales, effectivement, qu'on voit dans des autres pays. Donc, on a tous le même sens d'humeur qui est vraiment simple, vraiment limité, je dirais, mais bon, on partage tous, donc c'est bien facile. Bon, un joueur veut juste faire son travail, aller chercher un peu de golf ou quoi, donc non, je pense que c'est quelque chose que les Néo-Zélandais aiment bien. Ouais, là, je sais que les Blacks, 2 ou 3 jours avant le match contre l'Italie, sont allés jouer au golf. Ils étaient 16, je crois. Ils ont fait comme une petite Ryder Cup. Moi, on m'a raconté ça. Vrai ou pas, Andrew? Ouais, je sais pas exactement, mais ça m'étonne pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment chargé, je pense, les matchs. J'ai vu sur Instagram de temps en temps Bogan Barrett avec Damien McKenzie. Il y a toujours les 10 qui jouent. Peut-être pas Richie Moore, je sais pas. Il est plus chanteur, danseur, je pense. Mais normalement, il y a les 3/4 qui vont jouer au golf et c'est compétitif, honnêtement. Et ça, c'est bien parce que c'est loin du terrain. Évidemment, c'est vachement différent que le rugby. Mais par contre, il y a le même esprit, il y a le même sens de compétition et tout ça. Donc, ils en profitent. Yannick Josion, toujours avec nous, avec UANUG bien sûr. Andrew Mertens, on est au cœur de la mêlée sur Sud Radio, et Lucien Gasparak a une question. Oui, Yannick, est-ce qu'il y a un centre que tu crains particulièrement lors de cette édition, que tu n'aurais pas aimé affronter? Est-ce qu'il y a, pardon, j'ai pas entendu? Un centre que tu crains particulièrement dans cette compétition, que tu n'aurais pas aimé affronter? Un centre d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, là, ils sont tous de bon niveau quand même, mais je sais pas. Bundiaki peut-être. C'est vrai que le centre sud-africain, modèle ND, c'est effectivement, il est très physique, pas simple à attraper. Les Fidjiens sont quand même assez satisfaisants aussi, hein. Ouais. C'est difficile de jouer contre les Fidjiens, quoi. Pas très organisé, mais ouais, peut-être les centres Fidjiens, ouais, après ça dépend qui est-ce qu'ils mettent, mais souvent c'est Tuisova en 12. Ce qui est pas un cadeau. Voilà, il a pas joué au début, mais là je pense qu'ils vont le faire jouer pour les phases finales, donc que ce soit lui ou leur 13 dans le second centre, bon, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, c'est. Donc voilà, je pense qu'ils sont bien avant depuis le début. Bon, leur dernier match était un peu moins abouti, on va dire, un peu plus à désordre, mais je pense qu'ils vont se ressaisir là pour les quarts. Ouais, pour les quarts, ils devraient retrouver l'Angleterre, hein, les Fidjiens, à voir. En tout cas, on attendra jusqu'au dernier moment, puisque c'est vrai qu'ils vont disputer le dernier match des poules le dimanche soir prochain. Ce sera d'ailleurs, je crois, à Toulouse. Yannick, est-ce que tu vois, toi, une évolution de ton poste 3/4 centre depuis le moment où tu as arrêté, à peu près une dizaine d'années? Ouais, c'est des gabarits ou des choses comme ça, une évolution. Ça reste toujours un poste quand même plutôt complet. Après, bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit moins de 12 capables d'aider les numéros 10. Enfin, les centres sont plus dans leur fonction, je dirais, bien précise, de prendre le milieu du terrain, mais je sais pas, j'ai l'impression que je vois moins de numéro 12, voilà, pour faire un peu le rôle de numéro 10. Après, c'est vrai que ça dépend aussi les profils, hein. Les Anglais sont capables de mettre aussi, on va dire, deux joueurs un peu de ce même registre. 10 et 12 avec un Farrell joue, donc des fois il faut jouer tous les deux. Bon, voilà, après peut-être les Néo-Zélandais peuvent faire pareil aussi, je sais pas ce qu'ils vont mettre comme composition là pour les phases finales, mais quand il faut jouer Barrett en 12, c'est quand même des joueurs assez complets. Voilà, mais c'est vrai que je le vois moins de manière générale, quoi.
Johan, est-ce que vous avez un regard sur l'évolution de ce poste, trois quarts centre, qui souvent sert généreusement les ailiers? Oui, trois quarts centre, c'est l'évolution. Je pense que Yannick en fait partie. Yannick Jauzion dans le sens où a été l'un des premiers centres à faire jouer derrière lui, à faire avancer son équipe en point de fixation. Il a été précurseur de ce changement de génération aussi. Et voilà, c'était un régal de jouer avec lui. Contre lui, c'était un enfer, mais voilà, et aussi l'évolution de ce 10-12 qui peut être un changement, mais pour moi qui est difficile parce que ça voudrait dire qu'on joue pas trop au ballon. Ouais. Andrew Mertens, petit regard sur le poste de centre. Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous appréciez, qui vous inspirent depuis le début de la Coupe du Monde? Oui, je pense que ça a évolué surtout pour les Néo-Zélandais, parce que nous, on est habitué depuis longtemps d'avoir une deuxième ouverture, effectivement, en 12. Donc, un créateur-distributeur, mais ça change. Évidemment, il y a des trucs physiques qu'il faut avoir, mais là, de plus en plus, le 12 doit forcément être capable de jouer comme une troisième ligne, de frapper, de franchir la ligne, ou de comment dire, la percussion contre plusieurs plaqueurs, donc de pouvoir jouer comme ça, mais en plus c'est un bonus d'avoir les skills pour distribuer comme Yannick, pour faire le passe en contact ou après contact et tout ça. C'est pour ça Jordan Barrett là maintenant qui revient de suite, et c'est plutôt peut-être pour le centre le 13 d'avoir plus de vitesse maintenant. À l'époque il y avait le 13 qui était vraiment fort dans le jeu néo-zélandais avec les 12 créateurs, et ça c'est bouleversé un peu. Oui. Est-ce que tu penses que ce numéro 10, comme on peut l'avoir au centre, il n'a pas été décalé un peu à l'arrière, comme on peut voir avec Beauden Barrett et Monga, ou Ramos avec Ramos à l'arrière aussi, j'aimerais venir. Donc tu vois, est-ce que ce numéro 12 n'est pas passé en numéro 15 pour avoir ces deux côtés d'attaque à gauche et à droite, au lieu d'avoir le 10 et le 12 qui se suivent constamment sur de poser un peu plus d'incertitude? Oui, c'est ça. Les Néo-Zélandais en profitent évidemment d'avoir des 10 qui peuvent jouer en 15. Et là, maintenant, un 15, un pur arrière, doit forcément apprendre à gérer un peu le match pour prendre un peu de responsabilité, parce que ça, c'est peut-être plus le rôle d'un 12 dans le jeu néo-zélandais. Donc, d'avoir ça, moi, j'ai adoré toujours à jouer en 15. Tout d'abord, de ne plus être dans la ligne défensive, mais après, de ne plus avoir la responsabilité de gérer un peu l'équipe, les mouvements et tout ça. Mais il faut forcément avoir les vitesses en tant que 15. Donc, Beauden Barrett, il en a. Damien McKenzie, pareil. Mais bien d'avoir les skills pour pouvoir être premier à recevoir le ballon, c'est important pour un 15 maintenant, si possible. Effectivement. Yannick, peut-être juste un petit mot sur la performance de Jordi Barrett quand même, qui a été pour son retour là, qui a été déterminant aussi. Il y a ce côté point d'ancrage dont on a parlé, mais il y a aussi la qualité du jeu au pied. Il y a eu pas mal de choses qu'il nous a offert vendredi soir face aux Italiens. Oui, mais c'est sûr que c'est un joueur qui est forcément intéressant. Bon, globalement, les Néo-Zélandais sont tous assez complets. Hein. Ils ont l'habitude effectivement de tourner, de changer de poste. Alors c'est vrai qu'il a fait une bonne performance et du coup je sais pas comment ils vont faire pour la composition là, pour les phases finales. Bon, moi je pensais effectivement qu'ils allaient peut-être pour les phases finales mettre Mackenzie à l'arrière et mettre un des deux frères Barrett au premier centre et avec Bonga en 10, parce que Mackenzie je le trouve quand même plutôt en forme, très rapide sur les quelques sorties qu'il a fait. Il n'a pas tout à fait des matchs entiers, mais bon, je l'ai vu jouer à Toulouse. Bon, certes, c'était contre un Namibie, mais quand même, il est quand même sorti du lot, je trouve. Puis là, il a fait une bonne rentrée l'autre jour, donc moi, je le mettrais à l'arrière. Voilà. Mais après, voilà, je sais pas, entre les deux frères Barrett, s'il faut effectivement sacrifier Beauden Barrett, c'est dur quand même. Oui, ça serait dur, effectivement. 90e sélection l'autre jour contre les Italiens. Juste un petit mot, Yannick, quand même, sur les Bleus. On oublie presque les Bleus à force de parler aussi de ton poste et de quelques souvenirs. Comment tu les vois, ces Français? D'abord, un face aux Italiens, puis ensuite, le match charnière, le quart de finale.
Je trouve qu'on a eu en fait un bon enchaînement des matchs dans le sens où on va retrouver l'Italie qui est quand même une bonne équipe avant les phases finales. Et tant mieux parce que jouer la Namibie juste avant les quarts de finale, je crois que ça aurait pas été terrible. Et je crois savoir qu'en 2007, les All Blacks, avant de jouer, avaient mis presque 5 points au Portugal, il me semble. Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était ça. Et donc je pense que ça fera un bon match. Alors même si contre les Néo-Zélandais, ils ont pris 96 points, mais je pense qu'ils sont capables de se ressaisir et contre nous, de mettre effectivement peut-être plus d'agressivité ou moins de perte de balles. Donc voilà, je pense que pour l'instant on a été cohérent. Après c'est vrai que contre l'Uruguay, c'était en demi-teinte, pour X raisons, par rapport au fait qu'il y a eu pas mal de roulements aussi dans l'équipe probablement. Mais je pense que c'est un match qui peut nous servir vraiment pour progresser, peaufiner notre complémentarité dans le jeu, asseoir un peu plus notre possession de balle, parce que c'est vrai que on a la chance de marquer très rapidement parfois, mais sinon je trouve que des fois on a du mal à assurer la continuité dans le jeu, donc peut-être se servir de ce match-là pour y arriver, quoi. Eh ben on le souhaite en tout cas. Merci Yannick Josion d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, 2 fois demi-finaliste de la Coupe du Monde 2007-2003. 73 sélections. Un drop, c'était contre qui le drop, Yannick, tu t'en souviens? C'était contre les Anglais, mais c'était un match de préparation de Coupe du Monde, je m'en souviens, parce que 2007 on était très en retard, on était très en retard à la mi-temps, puis en revenant on a dit il faut absolument marquer des points, donc j'ai commencé à marquer 3 points, voilà. Pas mal, le pragmatisme. Voilà, merci Yannick, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. Légende du 15 de France, Yannick Josion. Et merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bonne soirée et à très bientôt donc dans cette Coupe du Monde, Yannick. On va se retrouver dans un instant, toujours avec Yoann Huget, toujours avec Andrew Mertens pour la suite de ce Au cœur de la mêlée. On va jouer avec vous bien sûr au 0826 300 300. Ce sera le qui je suis.